Salut, c'est Basquiat pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler d'un livre. Juste d'un livre, en fait, pour aujourd'hui. Alors salut à tous, petite vidéo rapide, là je vais bientôt aller réveillonner, donc je vous fais juste une vidéo rapidement pour sortir début janvier en attendant une plus grosse qui devrait arriver autour de mi-janvier. Voilà, notamment aussi parce que je viens de terminer L'Entraide, l'autre loi de la jungle, Pablo Sévigné et Gauthier Chapelle, voilà. Dans la précédente vidéo, je vous avais demandé si jamais vous vouliez que je vous donne que les livres au-dessus de 8 sur 10. La plupart d'entre vous m'ont dit oui, donne-nous que les meilleurs livres. Alors celui-là, j'étais un petit peu ambivalent parce que je mettrais à 7, 7,5, donc il était juste un tout petit peu en dessous. Et néanmoins, j'ai quand même trouvé qu'il était sympa et qu'il valait le coup de rentrer dans peut-être une analyse un petit peu plus détaillée, un petit peu plus fine que juste allez-y, lisez-le, etc. Voilà, donc on va essayer de rentrer un tout petit peu dans le détail. Alors c'est un ouvrage qui parle de la coopération et qui a envie de vanter les mérites de la coopération partant du principe qu'on vit plutôt dans un monde capitaliste basé sur des valeurs de type darwinisme social et qu'il serait temps, d'après les auteurs, de redorer le blason de la coopération comme étant une stratégie réellement intéressante, passionnante, etc. Génial, moi j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite, très facilement, je vais le lire en 2 jours à peu près, c'était un vrai plaisir, c'est bien écrit, etc. Pour autant, moi personnellement je l'aurais mis plutôt à 7,5 sur 10 parce que justement, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'auteur se contredisait un petit peu et puis j'ai compris en fait il y en a 2. Donc en fait c'est pas qu'il se contredit, c'est que les 2 auteurs à mon avis n'ont pas exactement la même hauteur de vue. Hein. Y a un auteur où je me suis régalé, je sais pas qui est qui, à la limite je veux pas le savoir, mais il y en a un où je me suis régalé parce qu'il y avait une réelle hauteur de vue qui comprenait que la coopération et la compétition étaient 2 facettes de la même pièce, dans une logique de système, et que qu'il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a aucune valence positive ou négative à mettre sur les 2, et que simplement, s'il y a les 2, c'est qu'il y a une bonne raison, et que justement les 2 permettent justement une dynamique systémique utile. Ce qui était très drôle, c'est que j'ai vu parfois justement donc un des auteurs nous gratifier de tournures telles que « Ah, c'était le retour de la coopération, heureusement, ouf !» Enfin, avec une espèce de soulagement émotionnel, comme si la coopération était ontologiquement préférable à la compétition. D'une part, c'est pas le cas du tout, hein. Si jamais elle était ontologiquement préférable, elle aurait été sélectionnée par des millénaires d'évolution, or ça n'a pas été le cas. Même si la coopération reste, et ça le livre regorge d'exemples, c'est très très sympa, ça cite en fait d'ailleurs beaucoup de livres que je vous ai déjà conseillés dans d'autres vidéos, hein. Ça cite aussi Jacques Lecomte que je vous avais proposé dans la vidéo sur le socialisme. Mais malheureusement, on y retrouve aussi dans cet ouvrage une forme d'idéologie dont j'avais déjà parlé dans la vidéo avec Missor sur le libre arbitre. Si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle apparaît pas sur la chaîne Hypnomachie, je vous la mets dans la description. De cette forme d'idéologie qui consiste à faire de la coopération le bien et de la compétition le mal. Et ça, pour moi, ça annihile tout l'intérêt de ce livre, qui est précisément, en tout cas pour un des 2 auteurs, d'essayer de se placer suffisamment avec suffisamment d'auteurs de vue pour reconnaître que les 2 sont fondamentalement nécessaires. Voilà. Donc ça, c'est le principal bémol que je ferai à ce livre, qui par ailleurs, sinon, que j'ai trouvé vraiment excellent en tout cas. Ça m'ennuie beaucoup de mettre une valence comme ça, une valence positive sur la coopération et négative sur la compétition, parce que aujourd'hui il y a un certain nombre de scientifiques qui travaillent sur des pistes génétiques à la coopération et à l'empathie. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de jugement moral, il s'agirait simplement de 2 stratégies biologiques différentes, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et cette espèce de bien-pensance comme ça extrêmement répandue, notamment parce que, on en parlera dans une autre vidéo sur l'utilitarisme là qui est aussi en préparation, que on a l'air socialement vachement plus sympa quand on dit ouais moi je suis pour coopérer, parce qu'on envoie le message qu'on va coopérer, donc en fait on attire des visions et en fait on projette une image sociale souhaitable quand on fait ça.
Et alors que quand on dit moi je suis un compétiteur, etc., bah c'est moins engageant, c'est moins sympa. Oui d'accord, mais ça n'est qu'une forme d'image sociale. Or réellement si tout le monde coopérait, ce serait dramatique pour l'espèce en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la compétition a aussi ses vertus. Vous avez justement des travaux en IRM qui montrent typiquement que vous avez des personnes qui sont des personnes plutôt prosociales et d'autres qui le sont moins. On en avait parlé dans la vidéo sur le socialisme. On a mesuré que l'amygdale ne réagit pas de la même façon face à des comportements prosociaux, des comportements antisociaux. C'est-à-dire que vous avez vraiment des espèces de configurations cérébrales différentes. Hein. C'était Caroline Declercq qui travaille là-dessus notamment. Je suis en train un petit peu de lire ses travaux et ça me passionne. C'est-à-dire que malheureusement, parce que c'est plus facile à penser et que ça demande moins de glucose, on a tendance à se dire « Ah, les personnes qui collaborent pas, c'est des mauvaises personnes, etc. » Mais on repart dans une forme d'essentialisation. Si vous poussez la chose, si vous poussez cette espèce d'idéologie, ben vous tombez sur ce que la Chine est en train de préparer pour 2020. Chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950 points. Et cette note, elle va varier en permanence en fonction de tout un tas de critères, de tout un tas d'informations qu'on va récolter sur vous, sur ce que vous faites dans la vie réelle et aussi sur Internet. Alors ça va être des choses toutes bêtes. Est-ce que je paye mes impôts à temps, par exemple? À ce moment-là, votre note augmente un petit peu. Si vous avez eu une amende de stationnement, elle va baisser un petit peu. Ça peut être aussi, est-ce que je m'occupe bien de mes parents, par exemple? Là, pareil, ça va pouvoir faire varier votre note. Et puis tout ce que vous faites sur Internet, c'est-à-dire ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, avec qui vous êtes amis, si vous avez des mauvaises fréquentations, à ce moment-là, votre note va baisser un petit peu. Ce que vous achetez aussi en ligne. Alors là, c'est là où ça devient un petit peu pernicieux, c'est-à-dire que par exemple, si vous achetez très souvent des couches, l'algorithme va considérer que vous êtes un parent, donc que vous êtes plutôt responsable, donc que votre note va plutôt augmenter. En revanche, si vous achetez beaucoup de jeux vidéo, à ce moment-là, c'est plutôt un signe d'immaturité, de nonchalance, d'insouciance, et votre note va en être impactée négativement, on va dire. C'est une espèce d'immense opération, comme ça, de social engineering à l'échelle d'1 milliard d'habitants. Alors, il semblerait que pour l'instant les Chinois prennent ça plutôt à la blague et prennent ça comme une espèce de jeu de façon un petit peu ludique. À mon avis, ils vont sérieusement déchanter quand ils vont commencer à se rendre compte que c'est la valorisation d'une certaine partie de l'humanité au détriment de l'autre, et bien sûr toujours au nom du bien. Et cette note, le truc, c'est qu'elle va avoir un impact réel sur votre vie. C'est-à-dire que celui qui a un très bon score, eh bien, il va avoir un prêt plus facilement, par exemple, ou alors il va pouvoir louer une voiture sans avoir besoin de laisser de caution. Celui qui a une mauvaise note, en revanche, ça va être plus compliqué pour inscrire ses enfants dans une bonne école. On va pouvoir avoir des problèmes pour avoir une promotion au travail, ou on pourrait même avoir des problèmes pour quitter le pays éventuellement. Voilà. Une des choses qui m'a bien intéressé dans ce livre et qui m'a stimulé mes propres recherches, c'était, outre le fait qu'il reparle aussi des travaux de Kahneman sur système 1, système 2, etc., dont je vous parle régulièrement dans les vidéos, il y avait une thèse que j'ai trouvée intéressante et suspecte, qui était que le système 1, le système émotionnel, le système rapide, quand on le prend de court, agit toujours de façon prosociale. C'est-à-dire en gros que si jamais on arrive comme ça, on vous sidère, on vous demande tout de suite un renseignement, la plupart des gens vont dire « Ah bah oui, pas de problème ». Ça m'a paru étrange parce que ça ne cadre pas avec mon expérience directe des choses, et lorsque j'ai mené un petit peu plus en avant mes recherches, je me suis dit oui, d'accord, ok, statistiquement, oui. Je vais pas dire qu'il se trompe, non, mais c'est surtout que lorsque l'on est sous stress, le système 1 refait naturellement ce qu'il a été préparé à faire, ce à quoi on l'a conditionné. Et dans l'immense majorité des cas, ce sont des attitudes prosociales. C'est pas exactement la même chose que de dire que le système 1 est par nature prosocial lorsqu'il est pris au débeauté, au dépourvu. C'est pas du tout la même chose. Vous avez plein comme ça d'images sur internet où on voit des jeunes enfants rendre des services à des adultes qui laissent tomber des trucs par terre, etc. Et on dit ah l'homme est bon par nature. Non, non et non, c'est encore une tentative de récupérer des données scientifiques complexes qui doivent être traitées par le système 2 et d'essayer de le traiter avec le système 1, la voie rapide, le cerveau limbique, et de simplifier. Mais en simplifiant comme ça les choses, on essentialise, on ontologise et on passe à côté de toutes les nuances. En gros, on fait de l'idéologie avec de la science. Et ça, pour moi, c'est vraiment un énorme biais quand on regarde justement toutes ces études. C'est dès que... de toute façon, c'est pas compliqué. Dès que vous regardez une étude, si jamais vous ressentez une émotion positive quand vous lisez une étude, c'est qu'à un moment donné, le cerveau est en train de récupérer la chose. C'est pas grave, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'avoir des croyances, des valeurs, des idéologies.
Je vais te démontrer que le football, c'est autre chose que ce que tu fais avec ton équipe. Peut-être qu'un jour, tu vas comprendre que c'est un jeu collectif. Ce que je vous invite juste à faire, c'est dès que vous regardez des études, quand vous vous sentez stimulé ou simplement que c'est pas le calme absolu au niveau émotionnel, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se rejoue. Hein, et c'est bien normal. Je veux dire, quand on voit ces images d'enfants qui ramassent des choses et qui les donnent à un adulte, et qu'on a un titre plus ou moins putaclic qui dit l'être humain est vraiment bon, c'est prouvé, etc. Ben oui, ça nous caresse dans le sens du poil d'une certaine forme d'idéologie. Et c'est évident que c'est beaucoup plus facile de reproduire comme ça automatiquement les croyances, les valeurs, les stratégies de son milieu social ou de ses parents, plutôt que de dépenser du glucose pour essayer justement de les réfléchir par soi-même. Quitte d'ailleurs hein, à sortir de cette espèce comme ça de paupérisation bourdieusienne, si on veut employer des grands mots, quitte à sortir de ça justement, mais à arriver exactement aux mêmes conclusions. Mais c'est très différent d'arriver aux mêmes conclusions parce qu'on a fait tout ce cheminement. Hein. J'ai été élevée dans une famille en fait Front National à la base. Depuis toute petite, il y a mes parents qui font de la politique et tout, donc bon, je suis un peu habituée. Donc du coup, j'ai beaucoup écouté les discours, je me suis beaucoup intéressée à la politique, tout ça. Ce qui se résume d'ailleurs par cet excellent proverbe, la plupart des imbéciles sont conservateurs, même si tous les conservateurs ne sont pas des imbéciles. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si jamais vous avez envie de nous soutenir, vous mettez un petit pouce comme ceci vers le haut. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie où je publie régulièrement des billets. Je vous mets l'adresse en bas dans le descriptif. Et un grand merci aux tipeurs pour leur soutien financier. Merci aussi aux gens qui partagent ces vidéos pour les faire connaître sur la toile. Merci, merci, merci. À la prochaine, dans pas longtemps. Instead of criticizing, let's agree to more high-fiving. Say amen to being friends, let's cooperate. Say amen to being friends.